Si on écoute les voix de terrain, ceux qui ont vécu les accords, les trahisons, les combats, les pertes, une réponse commence à émerger. Et cette réponse est beaucoup plus complexe, beaucoup plus dérangeante que ce que l'on vous présente habituellement. Voici ce que certains témoins directs affirment, et ce depuis des années. Les négociations ont toujours existé au Mali. Contrairement au discours officiel de Bamako, qui présente le gouvernement de transition comme un bloc intransigeant face à des rebelles qui refuseraient tout dialogue, la réalité sur le terrain raconte une autre histoire. Des négociations ont eu lieu, des accords ont été signés, des concessions ont été faites par les deux côtés. Et pourtant, la guerre continue. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'un accord tenait debout, quelque chose venait le faire tomber. Prenons l'accord d'Alger. Signé en 2015 sous l'égide de plusieurs grandes puissances régionales et internationales, cet accord était censé mettre fin au conflit entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord, dont les fameuses CMA, Coordination des mouvements de l'Azawad. Ce texte prévoyait des dispositions très précises: le retour des autorités de l'État malien dans les grandes villes du Nord, le cantonnement des combattants dans des camps désignés et surtout la cohabitation, gouverneurs, forces armées maliennes et représentants des mouvements armés, tous ensemble, dans un cadre institutionnel partagé. Est-ce que ça s'est passé comme prévu? Non. Loin de là. Des témoins de l'époque, des protagonistes directs de ces événements, racontent que les dispositions de l'accord ont été respectées unilatéralement par les groupes armés du Nord. Ils ont accepté que les soldats maliens viennent. Ils ont accepté que les gouverneurs soient installés. Ils ont accepté le cantonnement dans les camps. Tout le monde était témoin. Et puis quelque chose a déraillé. Les militaires maliens sont arrivés et tout a été bouleversé. L'accord a volé en éclats. La guerre a repris. Et dans la mémoire collective des populations du Nord, c'est Bamako qui a tout gâché. Voilà le fond du problème. Voilà pourquoi les belligérants du Nord refusent aujourd'hui de déposer les armes. Non pas par caprice, non pas parce qu'ils rejettent la paix, mais parce qu'ils ont déjà vécu le désarmement. Ils savent ce que ça donne. Ils ont déjà fait confiance une fois et ils ont été trahis. Alors aujourd'hui, quand le gouvernement de Bamako demande aux groupes armés de rendre leurs armes, la réponse est catégorique. Jamais, à moins qu'on ne nous garantisse notre sécurité, le respect de nos familles et la protection de nos droits. Pas de promesses en l'air, des garanties concrètes, vérifiables, durables. Et il y a quelque chose d'encore plus douloureux dans ce débat, quelque chose qui touche à l'identité même. Parce que les combattants du Nord, ces hommes qu'on appelle Touaregs dans les médias occidentaux, ces Keltamacheks, ces enfants du désert, ils sont souvent dépeints comme des étrangers dans leur propre pays. Comme si être Touareg, c'était être moins malien qu'un autre. Comme si la couleur de peau ou l'appartenance ethnique déterminait la légitimité de la citoyenneté. Pourtant, ces hommes sont une réponse cinglante à cela. La France nous a trouvés ici. Avant les frontières tracées par les colonisateurs, avant que les États africains modernes n'existent, ces peuples vivaient sur ces terres. Le désert du Sahara, le nord du Mali actuel, les régions de Kidal, de Tessalit, de Gao, c'est leur territoire ancestral. Les frontières ont été dessinées autour d'eux, pas l'inverse. Alors venir leur dire aujourd'hui qu'ils sont des étrangers, c'est nier l'histoire. Et dans cette communauté, il y a des Touaregs de toutes les teintes, noirs, métis, clairs de peau, parce que c'est une identité culturelle et linguistique, pas une identité raciale. Des chefs de guerre Touaregs sont noirs, des commandants sont noirs, et ils sont fiers de l'être. Mais cette vérité-là, elle dérange le discours nationaliste simplifié que Bamako tente de construire. Il est plus facile de dire « les rebelles du Nord sont des séparatistes manipulés par l'étranger » que d'admettre que ces populations ont des griefs historiques profonds, légitimes, qui n'ont jamais vraiment été traités. 40, 50, 60 ans de marginalisation économique, politique, administrative, des générations qui ont grandi sans route, sans hôpitaux, sans écoles dignes de ce nom, pendant que la capitale concentrait toutes les richesses, tous les pouvoirs, toutes les opportunités. Et pourtant, et c'est là que ça devient vraiment troublant, l'option du séparatisme n'est pas non plus la solution que tout le monde veut. Les mouvements armés du Nord ont en réalité toujours voulu rester dans le Mali, à condition que ce Mali les reconnaisse comme des citoyens, à part entière, pas comme des sujets de seconde zone. Ce qu'ils voulaient, ce qu'ils veulent toujours, c'est de l'autonomie, de la dignité, de la reconnaissance. Un Mali fédéral peut-être, ou décentralisé, ou en tout cas un Mali dans lequel le Nord pèse réellement dans les décisions nationales. Mais le régime actuel de Bamako, dirigé par la junte militaire, qu'on ne peut pas appeler un gouvernement démocratiquement élu, soyons clairs, ce régime ne veut pas entendre parler de cela. Il préfère la force à la négociation. Il préfère l'intimidation au dialogue.
Et pour asseoir son pouvoir, il utilise un outil très ancien, très efficace, le sentiment nationaliste, la peur de l'étranger, le discours de la souveraineté bafouée. Et c'est là que le tableau devient encore plus sombre. Parce que pendant que les Maliens du Nord et ceux du Sud s'affrontent, pendant que la rhétorique nationaliste enflamme les réseaux sociaux et les débats de la diaspora, il y a des acteurs extérieurs qui regardent tout ça avec un intérêt très particulier. Des acteurs qui n'ont aucun intérêt à ce que la paix revienne au Mali. Des acteurs qui profitent directement de ce chaos. Et l'un des acteurs les plus discrets, les plus insoupçonnés dans ce dossier, c'est l'Algérie. Oui, vous avez bien entendu. L'Algérie, le grand voisin du Nord, le pays qui se pose depuis des décennies comme le médiateur naturel des conflits sahéliens, le pays qui a hébergé les négociations de l'accord d'Alger. Ce même pays qui, selon plusieurs analystes et témoins directs, joue un double jeu depuis le début. Réfléchissons-y ensemble. Le carburant qui approvisionne les groupes armés dans le Sahara, d'où vient-il? Du port d'Oran en Algérie. Les armes qui circulent dans cette région tourmentée, d'où viennent-elles? Des usines d'assemblage algériennes. Ce n'est pas une théorie complotiste. Ce sont des faits que des acteurs de terrain affirment, des faits qui s'accumulent et qui racontent une histoire très précise. Et pour comprendre pourquoi l'Algérie agirait ainsi, il faut remonter à une réalité géographique et géologique que peu de gens connaissent, les ressources du sous-sol malien. Sous les sables du nord Mali, dans les régions de Thessalie et de Kidal, il y aurait du pétrole, du gaz, et surtout, et c'est peut-être le secret le mieux gardé du Sahara, une nappe d'eau douce d'une profondeur et d'une étendue colossale. Une nappe souterraine capable, selon certains spécialistes, d'alimenter en eau potable la moitié de l'Afrique de l'Ouest pendant des millénaires. De l'eau, dans le désert, là où il suffirait parfois de creuser 50 cm pour en trouver. Une richesse inestimable dans un continent qui souffre de plus en plus du stress hydrique. Maintenant, imaginez que le Mali développe cette ressource. Imaginez que le Mali commence à extraire son pétrole dans le nord, à exploiter sa nappe phréatique. L'impact serait absolument révolutionnaire pour le pays. Mais pour l'Algérie, catastrophique. Parce que géographiquement, l'Algérie est en hauteur par rapport au Mali. Les ressources gazières du nord Mali sont dans la même strate géologique que celles du sud algérien. Si le Mali fort et exploite cette zone, les ressources gazières algériennes pourraient littéralement s'écouler vers le sud, vers le Mali. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la géophysique basique. Et c'est précisément pourquoi, selon ces témoins, l'Algérie n'a aucun intérêt à la stabilisation du nord Mali. Un Mali du Nord instable, c'est un Mali du Nord inexploité. C'est un Mali qui ne forera jamais ses puits de pétrole à Kidal. C'est un Mali qui ne construira jamais ses infrastructures d'extraction d'eau dans le Sahara. Et pendant ce temps, l'Algérie continue d'exploiter tranquillement ses propres ressources, sans concurrence, sans risque de perte de pression dans les nappes communes. Ce n'est pas tout. Il y a aussi la zone des 3 frontières, cette région stratégique à la jonction du Mali, de la Mauritanie et de l'Algérie. Selon des témoignages historiques, lors de l'indépendance du Mali, cette zone a failli être cédée à l'Algérie. Modibo Keïta, le premier président malien, avait été approché pour la léguer, mais ses conseillers français lui ont alors expliqué l'enjeu réel. Cette zone est susceptible d'abriter les mêmes types de richesses gazières que celles qui font la fortune de l'Algérie, et en plus, elle surplombe une nappe d'eau douce stratégique. Modibo Keïta a refusé. L'Algérie a été furieuse. Et quelques mois plus tard, coïncidence troublante, l'Algérie s'est mise à soutenir activement les premières revendications indépendantistes touareg, celles de 1958. C'est ce jeu de coulisses que les débats télévisés n'osent pas nommer. Parce que nommer l'Algérie, c'est se mettre à dos un pays puissant, un pays qui se présente comme un allié, un médiateur, un ami de l'Afrique. Et pourtant, les faits sont là. Les carburants arrivent d'Oran, les armes viennent de leurs usines. Et la paix ne vient pas du tout. Voilà où nous en sommes à la fin de ce premier tour d'horizon. Mais on n'a fait qu'effleurer la surface, parce qu'il y a encore des questions énormes auxquelles on n'a pas répondu. Pourquoi les populations de Bamako, en majorité, ne peuvent-elles pas parler librement de tout ça? Pourquoi les voix critiques disparaissent-elles dans les prisons de la junte? Et quel est le vrai visage du pouvoir qui gouverne le Mali aujourd'hui? On va tout décortiquer. Ensemble, il y a une chose que j'entends souvent dans les communautés maliennes, quelque chose qui me frappe à chaque fois. La peur. Pas une peur abstraite, une peur concrète, physique, quotidienne. La peur de parler, la peur de critiquer, la peur de dire à voix haute ce que tout le monde pense tout bas. Et cette peur-là, elle n'est pas née par hasard.
Elle a été cultivée, entretenue, institutionnalisée. Prenons un exemple concret. Des témoins l'affirment sans ambiguïté. La majorité des Maliens veulent pouvoir dire que le gouvernement de transition doit partir. La majorité des Maliens ont envie de dire que la situation ne s'améliore pas, que les promesses n'ont pas été tenues, que la sécurité n'est pas revenue, que l'économie s'effondre. Mais ils n'osent pas, parce que ceux qui parlent finissent en prison, parce que la junte a instauré un régime de terreur douce. Pas de procès spectaculaires, pas de grandes purges publiques, mais des arrestations discrètes, des disparitions silencieuses, des menaces qui circulent dans les familles comme un murmure poison. Et c'est là que la question de la légitimité devient centrale. Peut-on appeler président un homme qui a pris le pouvoir par la force des armes, qui s'est maintenu au pouvoir par la force des armes et qui n'a jamais soumis son mandat au jugement libre du peuple malien? La réponse, selon le droit international, selon toutes les normes démocratiques qui existent sur cette planète, est non, ce n'est pas un président, c'est un putschiste. Un homme qui a confisqué le destin d'un peuple entier au nom de la souveraineté nationale, belle ironie, et qui gouverne aujourd'hui avec une main de fer gantée de velours patriotique. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus complexe, la dimension religieuse du conflit. Parce que oui, il y a une dimension religieuse dans tout ça, et elle est instrumentalisée de manière absolument redoutable. Des témoins de terrain l'affirment. On ne peut pas détruire une base terroriste dans le Nord Mali ou au Burkina Faso voisin sans trouver des livres coraniques. Ce n'est pas une attaque contre l'islam. C'est un constat factuel documenté que même les soldats sur le terrain reconnaissent entre eux. Les groupes armés djihadistes ont développé une capacité de recrutement basée sur l'endoctrinement religieux qui est redoutablement efficace. Des imams, parfois venus d'ailleurs, parfois locaux, parfois les deux, parcourent les campagnes, les brousses, les zones isolées pour prêcher un message simple et dévastateur. Les autres sont des mécréants. Et tuer des mécréants, c'est une œuvre pieuse. Ce message tombe dans des terres particulièrement fertiles. Pourquoi? Parce que les jeunes qui l'entendent sont souvent des jeunes qui ont tout perdu. Des jeunes sans emploi, sans perspective, sans dignité. Des jeunes qui ont vu leur famille humiliée, leurs terres pillées, leurs droits bafoués. Et soudain, quelqu'un vient leur dire « Toi, tu comptes. Toi, tu as un rôle. Toi, tu es un soldat de Dieu. » C'est une manipulation absolument cynique d'une foi sincère, d'une vulnérabilité réelle. Et pendant ce temps, les gouvernements de la région, Bamako, Ouagadougou, répondent à cette menace par les armes, uniquement par les armes, sans jamais vraiment s'attaquer aux racines économiques, sociales, éducatives du phénomène. Le résultat, pour chaque chef terroriste neutralisé, 10 nouveaux recrues rejoignent les rangs. Parce que la cause profonde, la misère, le désespoir, l'humiliation, n'a pas été traitée. Mais il y a un autre aspect de cette dimension religieuse qui mérite notre attention. Et celui-là, il concerne directement le pouvoir en place au Burkina Faso et par extension les dynamiques régionales qui influencent le Mali. Des décisions ont été prises qui interdisent les prières dans les lieux publics. Des imams ont été arrêtés pour avoir protesté contre ces restrictions. Et dans certains cercles, on commence à entendre un discours qui assimile tous les musulmans à des terroristes potentiels. Imaginez ce que ça fait à un pays où la majorité de la population est musulmane. Imaginez ce message reçu dans les villages du Sahel. Le gouvernement pense que votre foi est une menace. Votre barbe est suspecte. Votre prière est dangereuse. C'est la recette parfaite pour alimenter exactement ce qu'on prétend combattre. C'est jeter de l'huile sur un feu qu'on prétend éteindre. Revenons maintenant au Mali et à la question qui empoisonne tout. Qui finance réellement les groupes armés parce qu'une guerre coûte de l'argent? Des armes, de la nourriture, du carburant, des communications, tout ça coûte des sommes considérables. Et ces sommes ne tombent pas du ciel. On a déjà évoqué le rôle de l'Algérie, les armes assemblées dans ses usines, le carburant venu du port d'Oran. Mais il y a d'autres filières, des filières qui traversent les frontières les plus poreuses du monde, celles du Sahara, des filières qui impliquent des intérêts économiques transnationaux qui n'ont rien à voir avec les idéologies des combattants de terrain. Parce que c'est une vérité que peu de gens veulent entendre. Le trafic au Sahara, trafic de carburant, trafic d'armes, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, ce trafic génère des milliards de dollars chaque année. Et tous les acteurs qui vivent de ce trafic ont un intérêt commun, maintenir l'instabilité. Un Sahara stable, avec des frontières contrôlées, des douanes fonctionnelles, des armées nationales capables, c'est la mort de leurs activités. Alors ces acteurs, qu'ils soient dans les palais ou dans les sables, ont tout intérêt à ce que le chaos continue. Et puis, il y a les ressources naturelles, encore et toujours. Parce qu'au-delà du pétrole et de l'eau dont on a parlé, il y a aussi l'or. Le Mali est l'un des plus grands producteurs d'or d'Afrique.
Des mines qui génèrent des revenus colossaux. Des revenus qui, dans un pays en guerre, ne profitent pas aux populations locales, qui profitent aux compagnies étrangères, aux élites corrompues, aux seigneurs de guerre qui prélèvent leurs taxes sur chaque gramme sorti du sol. Alors, quand quelqu'un vous demande qui ne veut pas la paix au Mali, la réponse est presque vertigineuse. Il y a ceux qui tirent un profit de la guerre. Il y a ceux qui craignent qu'un Mali en paix devienne un Mali économiquement puissant et donc un concurrent régional. Il y a ceux qui ont besoin de l'instabilité pour justifier leur présence militaire. Il y a ceux qui ont peur que la paix révèle l'étendue de leur turpitude passée. Et puis il y a, quelque part dans tout ça, le peuple malien. Il y a une anecdote qui illustre parfaitement cette tragédie. Un homme, lors d'un débat, évoque le cas d'un responsable politique malien, Alpha Omar, accusé d'avoir brûlé des armes de l'armée nationale, de puissance malveillante. Comme si le sous-sol du Sahara n'avait jamais intéressé personne avant. Mais la vérité, c'est que cette crise est vieille. Vieille de plus de 60 ans. Vieille comme les indépendances africaines elles-mêmes. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut absolument remonter à ces premières années de souveraineté, des années où les frontières ont été tracées, où les alliances se sont formées et où certaines graines ont été semées dont nous récoltons encore les fruits amers aujourd'hui. Revenons à 1958, une date que peu de gens citent quand on parle de la crise malienne, et pourtant une date fondamentale. En 1958, les communautés touaregs du Sahara avaient déjà formulé des revendications d'autonomie. Pas d'indépendance, remarquez, d'autonomie, de reconnaissance, de droit à décider de leur propre destin dans le cadre de ce qui allait devenir les États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Ces revendications n'ont pas été entendues. Elles ont été réprimées d'abord par l'administration coloniale française, puis par les premiers gouvernements indépendants africains qui voulaient bâtir des États-nations forts, centralisés, homogènes, sur le modèle occidental paradoxalement. Et puis vint Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant, un homme qui incarnait le panafricanisme, la souveraineté, la fierté nationale. Un homme qui avait refusé de céder la zone des 3 frontières à l'Algérie, cette décision capitale dont on a parlé dans la première partie. Mais son refus avait un prix. L'Algérie, vexée, frustrée dans ses ambitions territoriales, a commencé à jouer une partition de soutien discret au mouvement de contestation dans le nord malien. Pas ouvertement, jamais ouvertement, toujours dans l'ombre, toujours avec le sourire de la médiation en façade. Moussa Traoré, qui a pris le pouvoir après Modibo Keïta, lors d'un coup d'État en 1968, avait compris le jeu. Il avait dit très clairement qu'il refusait de négocier avec les Algériens sur cette question précise. Il voyait clair dans le jeu. Il savait que l'Algérie n'était pas un médiateur neutre mais un acteur intéressé. Et il a tenu cette ligne pendant des années. Mais tenir une ligne ne suffit pas quand les forces économiques et géopolitiques qui vous entourent sont beaucoup plus puissantes que votre seule volonté politique. Les années 1990 ont apporté leur lot de rébellions touareg, d'accords signés et violés, de promesses non tenues. Chaque décennie a ajouté une couche supplémentaire au sédiment du ressentiment, de la méfiance, de la colère accumulée. Et au cœur de tout ça, il y a une réalité que je veux vous exposer avec beaucoup de précision, parce qu'elle change tout à la compréhension qu'on peut avoir de ce conflit. Cette réalité, c'est celle de la nappe d'eau souterraine du Sahara. On en a parlé brièvement dans la première partie, mais il faut aller plus loin. Sous le Sahara, à des profondeurs qui varient, mais qui dans certaines zones sont étonnamment faibles, parfois moins d'1 mètre, il existe une des plus grandes réserves d'eau douce fossilisée de la planète. On parle de systèmes aquifères transfrontaliers qui s'étendent sur des millions de kilomètres carrés. Le système aquifère du Sahara septentrional, le bassin de Taoudéni et d'autres encore. Ces nappes se sont constituées il y a des millénaires, quand le Sahara était vert, quand il pleuvait abondamment sur ces terres qui sont aujourd'hui désertiques. Cette eau, elle est là, silencieuse, immobile, attendant sous les sables. Et sa valeur dans un monde qui se réchauffe, dans un continent qui fait face à des sécheresses de plus en plus sévères, dans une région où l'accès à l'eau potable est déjà un enjeu de survie, cette valeur est tout simplement inestimable. Certains spécialistes parlent d'une ressource capable d'alimenter la moitié de l'Afrique de l'Ouest en eau potable pendant des millénaires si elle était exploitée de manière raisonnée et durable. Alors imaginez maintenant que le Mali, ce Mali du Nord instable, ce Mali en guerre depuis des décennies, parvienne un jour à stabiliser son territoire, à y installer des institutions fonctionnelles,
à y développer des infrastructures. Imaginez que des ingénieurs puissent accéder librement à ces zones pour forer, pomper, acheminer cette eau. Imaginez ce que ça représenterait pour le développement humain de toute la région. Et puis imaginez qui n'a aucun intérêt à ce que ça arrive. Et celle-là, elle est plus difficile à contrôler, les réseaux sociaux. WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook, ces plateformes ont créé un espace d'information parallèle que les gouvernements africains n'ont pas encore réussi à contrôler complètement. Et dans cet espace, des voix circulent, des témoignages de civils, des vidéos de villages brûlés, des récits de survivants qui contredisent le récit officiel. Ces voix sont précieuses, ces voix sont courageuses et ces voix sont menacées. Parce que les régimes autoritaires apprennent vite. Ils apprennent à identifier les créateurs de contenu qui dérangent. Ils apprennent à les intimider, à les arrêter, à les faire disparaître. Et dans certains cas, ils apprennent à créer de fausses informations, de la désinformation délibérée, pour noyer les vraies informations dans un flot de bruit. C'est pourquoi le travail des créateurs de contenu africains sérieux, rigoureux, honnêtes, est si important aujourd'hui. Pas les créateurs qui propagent la haine entre communautés, pas les créateurs qui amplifient la désinformation pour les vues, mais les créateurs qui font le travail patient, difficile, souvent ingrat, de présenter les faits dans leur complexité, de donner la parole aux sans-voix, de refuser les simplifications qui arrangeraient tout le monde mais qui ne servent personne. Ce travail-là, c'est ce que j'essaie de faire. Et je sais que ce n'est pas parfait. Je sais que je fais des erreurs. Je sais que ma perspective est limitée, comme toute perspective humaine. Mais je crois profondément que le meilleur service qu'on peut rendre au peuple malien, et plus largement au peuple africain, c'est de lui dire la vérité telle qu'on la comprend, même quand cette vérité est inconfortable, même quand elle dérange des certitudes bien établies. Alors, laissez-moi vous dire une vérité qui dérange tout le monde, sans exception. La crise malienne n'a pas de solution militaire. Personne ne peut gagner cette guerre militairement. Ni la junte avec Wagner hier et ses nouveaux partenaires aujourd'hui, ni les groupes armés du Nord avec leurs financements extérieurs, ni une hypothétique intervention internationale. La seule sortie de cette crise, c'est politique, c'est le dialogue, c'est la négociation, c'est la construction patiente d'un compromis qui permette à toutes les composantes de la nation malienne de coexister dans la dignité et la justice. Et ce dialogue, pour être crédible, pour être durable, doit être inclusif. Il ne peut pas être un dialogue entre militaires de Bamako et chefs de guerre du Nord. Il doit inclure les femmes, ces femmes qui ont payé le prix le plus lourd de cette guerre et qui ont pourtant été exclues de toutes les tables de négociation depuis des décennies. Il doit inclure les jeunes, ces jeunes qui sont les premiers recrutés par les groupes armés et qui seront les premiers bénéficiaires d'une paix réelle si elle arrive. Il doit inclure les communautés rurales, ces paysans, ces éleveurs, ces pêcheurs qui ont vu leur mode de vie détruit et qui veulent juste retrouver la liberté de travailler leur terre en paix. Il doit inclure aussi les voix qui dérangent, les opposants politiques que la junte a mis en prison, les journalistes qui ont été expulsés ou intimidés, les intellectuels qui ont osé critiquer et qui vivent aujourd'hui en exil ou dans la crainte. Ces voix-là ne sont pas des ennemis de la nation. Ce sont souvent des gens qui aiment leur pays précisément parce qu'ils refusent de le voir sombrer dans l'arbitraire et la violence. La réconciliation nationale au Mali, c'est un chantier immense. C'est un chantier qui ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend des années, parfois des décennies. Ça demande une volonté politique extraordinaire. Et ça demande des citoyens ordinaires, des citoyens comme vous, qui regardez cette vidéo, qui refusent de laisser la haine, le tribalisme, le repli identitaire définir leur rapport à leurs concitoyens. Parce qu'au fond, c'est là que tout commence. Pas dans les palais, pas dans les salles de négociation climatisées. Ça commence dans les esprits et les cœurs. Ça commence dans la façon dont un Bambara parle d'un Touareg, dans la façon dont un citadin de Bamako imagine un habitant de Kidal, dans la façon dont on raconte l'histoire de l'autre avec empathie ou avec mépris, avec curiosité ou avec peur. Et c'est précisément pour ça que je tiens à vous parler aujourd'hui de quelque chose que les débats politiques négligent toujours, la dimension culturelle et identitaire de cette crise. Parce que ce conflit, au-delà des armes et des ressources, c'est aussi un conflit de récit, un conflit de mémoire, un conflit sur la façon dont on raconte l'histoire du Mali, sur qui en est le héros et qui en est le traître, sur ce que signifie être malien. Dans le récit dominant de Bamako, l'histoire du Mali, c'est l'histoire de l'Empire du Mali, de l'Empire Songhai,
de Tombouctou la mystérieuse, une histoire glorieuse centrée sur les grandes civilisations du fleuve Niger et des villes du Sahel. Et c'est une histoire vraie. Cette histoire est réelle. Elle est magnifique. Elle mérite d'être célébrée et enseignée. Mais elle ne raconte qu'une partie de la réalité malienne. L'autre partie, c'est l'histoire des peuples du désert. L'histoire des caravanes touaregs qui traversaient le Sahara depuis des millénaires, transportant le sel, l'or, les esclaves, les épices entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. L'histoire d'une culture nomade extraordinairement sophistiquée, avec sa propre écriture, le tifinagh, ses propres traditions musicales, sa propre poésie, ses propres codes d'honneur. Une culture qui a survécu dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète grâce à une intelligence collective remarquable. Ces deux histoires, celle des sédentaires du fleuve et celle des nomades du désert, coexistent sur le territoire malien depuis des siècles. Elles ont eu des moments de coopération et des moments de conflit. Des marchands Bambara et Songhai avaient besoin des caravaniers touaregs pour écouler leurs marchandises vers le nord. Les nomades du désert avaient besoin des marchés du sud pour s'approvisionner en céréales et en produits manufacturés. Il y avait une complémentarité économique profonde qui, pendant des siècles, a permis une cohabitation relative, imparfaite mais réelle. Ce qui a détruit cet équilibre, c'est la colonisation. Pas seulement parce qu'elle a dessiné des frontières arbitraires, même si ça, c'est fondamental, mais parce qu'elle a introduit une logique de hiérarchie ethnique qui n'existait pas de la même façon avant. Les colonisateurs français ont favorisé certaines ethnies au détriment d'autres, ont armé certains groupes contre d'autres, ont créé des systèmes administratifs qui marginalisaient systématiquement les populations nomades, considérées comme impossibles à administrer, à taxer, à contrôler. Et quand le Mali a accédé à l'indépendance, au lieu de déconstruire ces logiques coloniales, les nouveaux dirigeants les ont souvent reproduites, parfois inconsciemment, parfois délibérément. Les élites politiques bamakoises ont hérité de l'État colonial et l'ont géré avec les mêmes réflexes centralisateurs, les mêmes logiques d'exclusion des périphéries, les mêmes préjugés envers les populations nomades et semi-nomades. Permettez-moi d'approfondir ce point parce qu'il est absolument central et rarement expliqué dans toute sa profondeur. Quand la France a colonisé le territoire qui allait devenir le Mali, elle a mis en place un système administratif qui reposait sur la sédentarisation forcée. Le nomadisme était perçu comme une menace par les administrateurs coloniaux. Comment taxer quelqu'un qu'on ne peut pas localiser? Comment l'incorporer dans un circuit économique colonial quand il se déplace avec ses troupeaux à travers des milliers de kilomètres de désert? Alors, les autorités coloniales ont imposé des taxes sur les troupeaux, ont forcé l'enregistrement des populations, ont créé des cercles administratifs avec des frontières qui ne correspondaient à aucune réalité géographique ou culturelle des peuples nomades. Et pour faire respecter ces règles, elles ont utilisé des intermédiaires, souvent des chefs sédentaires des populations agricoles du Sud, qui avaient tout intérêt à renforcer leur pouvoir sur les nomades du Nord. Ce système a créé des hiérarchies artificielles et des ressentiments durables. Des populations qui s'étaient côtoyées pendant des siècles dans une relation de complémentarité économique se sont retrouvées dans des rapports de domination administrés par le colonisateur. Et ces rapports, une fois institués, ont eu une inertie extraordinaire. Ils ne sont pas morts avec la colonisation. Ils ont survécu dans les structures de l'État malien indépendant, dans les habitudes mentales des élites dirigeantes, dans la façon dont Bamako regardait le Nord. Il y a aussi quelque chose d'essentiel que peu d'analystes mentionnent, le rôle de la sécheresse et du changement climatique dans l'exacerbation de ce conflit. Parce qu'on a tendance à traiter la crise malienne comme un problème purement politique et sécuritaire, en oubliant que ses racines sont aussi profondément environnementales. Le Sahel, cette bande de terre semi-aride qui s'étend de l'océan Atlantique à l'ouest à la mer Rouge à l'est en passant par le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, est l'une des régions du monde les plus affectées par le changement climatique. Les sécheresses y sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus sévères, de plus en plus longues. Le lac Tchad, qui était l'un des plus grands lacs d'Afrique dans les années 1960, a perdu plus de 90% de sa superficie. Les pluies arrivent plus tard, partent plus tôt, sont moins régulières. Les nappes phréatiques superficielles se tarissent. Pour les populations rurales du Sahel, paysans et éleveurs confondus, cette dégradation climatique est catastrophique. Les paysans voient leurs récoltes diminuer d'année en année. Les éleveurs voient leur pâturage se réduire, leurs points d'eau disparaître.
Et quand les ressources se raréfient, les conflits explosent. Des conflits entre agriculteurs et éleveurs qui se disputent les mêmes terres. Des conflits entre éleveurs de différentes communautés qui se disputent les mêmes puits. Des conflits anciens qui reprennent avec une violence nouvelle parce que la survie est en jeu. Ce contexte de raréfaction des ressources naturelles est un terreau extraordinairement fertile pour le recrutement par les groupes armés. Un jeune éleveur Peul qui a perdu son troupeau à cause de la sécheresse, qui a été chassé de ses pâturages traditionnels par des agriculteurs qui gagnent en surface sous la pression climatique, qui n'a aucun filet de protection sociale. Ce jeune homme est une proie idéale pour n'importe quel recruteur qui lui offre de l'argent, une arme et un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que sa misère individuelle. C'est pourquoi les approches purement sécuritaires de la crise sahélienne sont vouées à l'échec. On ne peut pas résoudre un problème dont les racines sont dans la misère et le changement climatique avec des drones et des soldats. Bien sûr, il faut des forces de sécurité capables de protéger les populations. Bien sûr, il faut des forces qui peuvent répondre aux attaques terroristes. Mais si on ne s'attaque pas aux causes profondes, le sous-développement, la marginalisation, les effets du changement climatique, on court après des symptômes en laissant la maladie prospérer. Et il y a une ironie cruelle dans tout ça. Les populations du Sahel, ces paysans pauvres, ces éleveurs nomades, ces communautés rurales qui n'ont émis quasiment aucun gaz à effet de serre dans leur vie, sont parmi les premières victimes d'un changement climatique causé principalement par les émissions des pays industrialisés. C'est une injustice d'une ampleur colossale, et elle ne devrait pas être absente de la discussion quand on parle de la crise malienne. Voilà pourquoi quand on parle d'aide internationale au Mali, on ne devrait pas seulement parler d'aide militaire et d'aide humanitaire d'urgence. On devrait parler d'adaptation au changement climatique, de programmes d'irrigation, de technologies de conservation de l'eau, de reforestation du Sahel. Un projet ambitieux mais réalisable, comme le démontre la Grande Muraille Verte, cette initiative panafricaine qui vise à créer une bande de végétation de l'Atlantique à la mer Rouge pour repousser l'avancée du désert. Ces solutions existent, ces technologies existent. Les ressources financières pour les déployer existent à l'échelle mondiale. Ce qui manque, c'est la volonté politique. La volonté de dire que la sécurité au Sahel n'est pas seulement une affaire de soldats et d'armement, mais aussi une affaire d'eau, de terre, de semences améliorées, de formations agricoles, d'énergie solaire pour alimenter des pompes d'irrigation. Je voudrais terminer ce premier paragraphe en vous parlant d'un sujet que je trouve personnellement très fort et très peu discuté. Le rôle des marchés dans la construction de la paix au Mali. Parce qu'au-delà de la politique et des négociations diplomatiques, il y a une réalité économique très concrète qui crée des liens entre des communautés que la guerre cherche à séparer. Dans les zones du Mali qui connaissent une sécurité relative, les marchés hebdomadaires, ces grands rassemblements commerciaux qui existent depuis des siècles dans toute l'Afrique de l'Ouest,